Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle table ronde qui est consacrée à la souveraineté à l'épreuve du chaos mondial. Pour en parler, nous avons la chance et l'honneur d'avoir le directeur général de Safran, Olivier Andriès, du PDG d'Aéroports de Paris, Philippe Pascal, et du président de l'IFRI, le fameux think tank français, Thomas Gomard. Alors, évidemment, tout le monde a en tête que la mondialisation heureuse a laissé la place à une mondialisation conflictuelle dans un monde marqué par la fragmentation politique, par le retour des conflits de puissance, par les dépendances technologiques et par les guerres, évidemment, économiques aussi. La souveraineté n'est plus seulement une question politique ou militaire, elle devient également industrielle, énergétique, technologique et numérique. La question n'est plus les États sont-ils souverains, mais ont-ils encore les moyens concrets d'agir librement dans un environnement mondial instable? Pour commencer ce débat, j'ai envie de vous poser à tous les trois un peu la même question. Quelle est votre définition de la souveraineté pour votre groupe? Et Thomas, évidemment, en tant que directeur général du think tank l'IFRI. Qui veut commencer? Philippe Pascal. Oui, je pense qu'effectivement, au-delà de la définition stricte de la souveraineté, qui est la capacité pour l'État à mettre en œuvre sa puissance publique et sa force de puissance publique, la définition, la vraie définition, c'est la définition la plus large de la souveraineté, c'est-à-dire la capacité à agir de manière autonome, agir pour produire de la richesse, pour développer de nouveaux services, mais aussi pour rayonner à travers le monde. Pour le groupe ADP, dans son métier historique, l'un de ses premiers métiers, qui n'est pas le seul, c'est d'abord être gestionnaire d'infrastructures et d'infrastructures qui sont des infrastructures stratégiques pour le pays, qui sont à la fois des outils qui servent à accompagner un développement économique, à le projeter, ça génère des externalités positives pour le territoire, mais c'est aussi beaucoup et de plus en plus un instrument de relocalisation de la richesse, de la capacité à attirer vers les pays qui sont desservis par les aéroports, de la richesse et à ce titre un outil d'influence. Alors en quelques chiffres, ADP, c'est 100 millions de passagers par an à Paris, c'est plus de 10% de la valeur du commerce extérieur qui est projeté à travers le monde, c'est la première frontière d'Europe, c'est celui qui draine 80% du tourisme international en France. Donc voilà, c'est quelques exemples qui concourent pour une entreprise à rendre autonome le pays. Olivier Andriès. Alors, la souveraineté, c'est un sujet évidemment qui aujourd'hui est au premier rang, je dirais, des préoccupations ou des axes stratégiques des industriels. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté au fond pour un industriel comme pour un pays? C'est la maîtrise de son destin, tout simplement. Et donc, pour un industriel, la souveraineté, c'est d'abord la souveraineté technologique, mais également la souveraineté en termes de chaîne d'approvisionnement. Et donc, vous l'avez dit, mais on est passé d'un monde de la mondialisation heureuse à un monde qui est devenu fragmenté. Et on vit depuis 2020, en fait, une succession de chocs. Et c'est malheureusement sans doute pas fini. Et donc, pour un industriel tel que nous, d'abord, on est un acteur de souveraineté parce qu'on est un acteur, je dirais, de l'industrie de défense et aussi dans le domaine spatial en France et en Europe. Et donc, on est fier d'être un acteur de la souveraineté, mais on a une responsabilité particulière, c'est la maîtrise de nos filières technologiques, et ça va profond, et c'est aussi la maîtrise de nos filières d'approvisionnement. Donc on pourra élaborer, mais c'est fondamentalement ça la souveraineté pour un industriel tel que Safran. Thomas. Bon, bien, je suis en ligne avec ce qui vient d'être dit. Peut-être prendre le sujet un peu différemment en essayant de dire ce que la souveraineté n'est pas. Et je pense que le terme est très répandu, maintenant très utilisé dans le champ politique et médiatique, et notamment dans la perspective des élections à venir. Et il entretient peut-être l'illusion qu'un pays peut être un isolat capable de se soustraire au flux. Or, je pense que c'est exactement le contraire et que la souveraineté devrait nous encourager à essayer de réfléchir au lien entre territoire et flux,
capacité pour un territoire d'aimanter des flux qualifiés, mais aussi capacité pour ce même territoire de repousser des flux qui ne le seraient pas. Et je pense qu'en fait, la souveraineté, c'est fondamentalement la capacité ou l'incapacité à avoir des choix dans un système qui reste très interdépendant, mais un des enseignements effectivement de la pandémie de 2020, c'est que toute interdépendance est asymétrique. Et que donc, pour les acteurs, qu'ils soient étatiques, industriels, intellectuels, ce que l'on veut, il faut être du bon côté de la symétrie. Et donc, moi, c'est comme ça que je rentrerai dans le sujet, c'est-à-dire que je vois le risque à parler de souveraineté de manière ultra défensive, comme un souci presque de se barricader, en quelque sorte, et qui me semble être l'approche la plus, en réalité, orthogonale avec le vrai fonctionnement du système international. Philippe Pascal, votre groupe ADP doit faire face à une concurrence assez féroce, même très féroce, de la part des hubs, je dirais, du Golfe et du monde, enfin de l'Asie. Quelle est votre stratégie pour éviter le déclassement des aéroports de Paris, qui sont, on l'a dit, des infrastructures stratégiques pour la France? Oui, alors effectivement, on subit une concurrence quand même très très importante de la part des grands aéroports mondiaux et en particulier des hubs. C'est pas nouveau, mais ça s'amplifie très largement. Historiquement, l'aéroport était une sorte de monopole et ce monopole devait être encadré, régulé, contenu de telle manière à ce qu'il ne profite pas de cette situation. On voit bien qu'aujourd'hui, ce cadre réglementaire, ce cadre fiscal, n'est plus du tout adapté à la réalité, qui est qu'on n'a pas forcément nécessité de réguler en interne à la France, en interne à l'Europe, mais on a la nécessité d'aller au-devant d'une concurrence qui est mondiale. Et donc comment on peut faire? Dans nos métiers, c'est principalement l'investissement qui fait la différence. Et c'est en investissant qu'on permet le développement des compagnies aériennes et le trafic. C'est en investissement qu'on permet la qualité de service, qu'on accompagne la performance de tous les acteurs et qu'on accompagne finalement tout l'écosystème à projeter sa valeur et son savoir-faire. L'investissement, c'est important. Le cadre est aussi important. Nécessité d'accompagner ce cadre, de changer parfois ce cadre. Nous, on prend un exemple. Pendant longtemps, la situation de monopole de l'aéroport en Europe était perçue comme une confrontation entre le gestionnaire d'aéroport qui délivrait une infrastructure au service d'un client qui était la compagnie aérienne, où il y avait nécessairement une tension entre les deux. On voit bien que partout dans le monde, les aéroports qui fonctionnent sont ceux qui ont un parfait alignement avec leurs clients. Et ce qu'on a essayé de faire, ce qu'on fait, notamment avec Air France-KLM, en signant déjà depuis un an ce partenariat Connect France, qui nous permet, en étant à la fois alignés dans l'équipe de France, de rivaliser, de continuer à investir, de continuer à se développer. Est-ce que vous restez, je dirais, confiant dans cette course face au hub du Golfe et de l'Asie, et pour rester dans le peloton de tête ou pas? Alors ça dépend comment on raisonne. Si on parle de course au volume, la course au volume est perdue et ce n'est pas grave. En revanche, si on raisonne en valeur, si on raisonne en capacité de se différencier, en capacité de faire rayonner les atouts préexistants, la course est largement gagnable. On a tous les atouts pour le faire. Il n'y a pas deux Tours Eiffel dans le monde. Il n'y a pas deux écosystèmes industriels comme celui qu'on a en Europe dans le monde. On est là un instrument au service d'un écosystème économique et le sous-jacent est extrêmement fort. Olivier Andriès, Thomas Gomard l'a un peu évoqué sur le fait qu'il ne fallait pas se barricader dans une souveraineté très défensive. On l'a vu encore récemment avec la fin du SCAF. En plus, si je ne me trompe pas, vous êtes persuadé qu'il y a aujourd'hui un moment européen pour de grandes coopérations intra-européennes. Est-ce qu'il faut y croire encore ou pas? Alors, c'est une semaine effectivement particulière, puisque c'est une semaine où la fin du programme SCAF, qui était un programme franco-allemand emblématique, a été annoncée.
bon, ce n'était pas une totale surprise, on le voyait venir depuis un certain temps. Alors, je voudrais vraiment passer le message que pour moi, fondamentalement, ça a été un peu surinterprété. Il ne faut pas voir ça comme un échec de la coopération franco-allemande au large. Je suis profondément convaincu que ce n'est pas la fin, mais qu'en fait c'est un nouveau départ. Et quand on regarde vraiment les choses, il faut vraiment regarder les choses pour ce qu'elles sont. C'est en fait tout simplement lié au fait que deux grandes sociétés, n'ont pas réussi à trouver le bon moyen de coopérer ensemble. Donc ce n'est pas un échec, je dirais, d'une coopération entre deux pays. Je le vois d'abord et avant tout comme l'échec d'un partenariat ou d'une coopération entre deux sociétés. Et j'en viens à plusieurs points, si vous voulez bien. Le premier, c'est qu'est-ce qui fait qu'une coopération européenne est un succès ou pas? Je pense qu'il y a fondamentalement trois critères. Le premier, c'est qu'il doit y avoir une reconnaissance par chacun des acteurs industriels impliqués des forces de l'autre. Il doit y avoir une reconnaissance des forces respectives et à partir de là, il doit y avoir une discussion et un accord sur la répartition des tâches qui reposent justement sur cette reconnaissance des forces respectives. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, une fois qu'on a dit ça, il faut que le partenariat puisse répondre à un besoin qui est cohérent. Et donc, il doit y avoir une convergence des besoins opérationnels. Et troisième point, un appui politique. Et pour moi, ça doit se faire dans cet ordre-là, et pas l'inverse, si vous voyez ce que je veux dire. Ça doit se faire dans cet ordre-là. Et ce qui me frappe, je reviens du salon ILA à Berlin, où j'ai passé 2 jours, et je peux vous dire, vous témoigner, qu'il y a un appétit, une ouverture des acteurs industriels en Allemagne, allemands, pour engager des partenariats et des coopérations avec l'industrie française sur des sujets concrets. Donc je sens cet appétit et je sens également une véritable envie politique en Allemagne aussi de soutenir des initiatives qui seraient prises par les industriels dans ce sens. Il y a une volonté d'envoyer des signaux. Je pense que cette volonté est d'ailleurs partagée en France. Alors la coopération franco-allemande, évidemment, ce n'est pas une garantie de succès de la coopération européenne, mais c'est quand même un élément important parce que si ça ne marche pas, ce n'est pas de bon augure pour la coopération européenne. On vit un moment européen parce que, avec, je dirais, tout ce qui s'est passé ces derniers temps, avec également des messages qui ont été envoyés, je fais référence au Groenland par exemple, il y a une prise de conscience en France, il y a une prise de conscience en Europe des enjeux de souveraineté. Jusqu'à récemment, mais Thomas, je pense, dira quelque chose là-dessus, jusqu'à récemment, quand on parlait de souveraineté en Europe, il n'y a que la France qui portait ce message de souveraineté. En fait, le mot de souveraineté n'était même pas vraiment reconnu et compris par les autres pays européens. Aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il y a une prise de conscience croissante des enjeux de souveraineté dans le domaine de la défense par un certain nombre de pays européens. On a été bousculés en Europe, on a été bousculés, et quelque part, le message maintenant qui est compris 5 sur 5, c'est que oui, il faut aller plus loin dans la souveraineté européenne. Et donc pour moi, ça c'est vraiment un ingrédient très fort qui va booster en quelque sorte les coopérations européennes dans les mois et les années qui viennent. Dans ce contexte de menaces pressantes à l'Est et de questionnement en fait sur la solidité des alliances transatlantiques, je pense que c'est vraiment un booster
de la coopération européenne. Oui, il y a un moment européen. Juste une précision, Olivier Andriès. Est-ce que tout ce que vous avez construit avec votre partenaire allemand MTU Aero est pérenne ou pas à travers cette société commune qui était dédiée au SCAF? Ce qu'on a construit avec notre partenaire motoriste MTU, on a vraiment fait ce travail que j'évoquais tout à l'heure, à l'instant, c'est que dès le départ, on a eu une discussion sur quelles sont nos forces respectives. Et à partir de là, on est allé très profondément en détail sur qui fait quoi, sur la base de la reconnaissance de ces forces respectives des deux partenaires. Et à partir de là, la coopération s'est très très bien passée depuis le début. Je ne veux pas donner de leçons, hein, ce n'est pas le sujet, mais il se trouve que ça a bien matché. Alors maintenant, ça a tellement bien marché qu'on a décidé aussi de travailler ensemble pour la préparation des moteurs d'hélicoptères du futur, notamment dans le domaine des hélicoptères lourds, parce qu'il y aura peut-être un projet européen là-dedans. Et on a décidé de travailler ensemble. Bon, après ça, sur le SCAF, la décision est récente. On va voir comment les choses se passent. Tout dépend de l'évolution des spécifications de l'avion, côté français et côté allemand. Si les spécifications restent très proches et très convergentes et qu'au fond, un moteur puisse adresser les besoins des deux appareils, la continuation peut être un élément naturel. Si par contre les besoins divergent, parce que le concept diverge des deux côtés, dans ce cas-là, ça nous amènerait à développer deux moteurs différents. Et donc, ça pose la question de la bande passante et de notre capacité engineering à faire, évidemment. Donc, c'est le pragmatisme qui va nous animer, tout simplement. D'accord. Merci beaucoup, Olivier Andriès. Thomas Gomard, vous l'avez déjà un peu évoqué. Comment on peut bâtir, justement, dans le cadre du SCAF, comment peut-on bâtir une souveraineté européenne, en tout cas à l'échelle européenne, alors que finalement les pays qui composent l'Europe sont aujourd'hui plus ou moins en compétition entre eux? Bon, ça, c'est pas nouveau, la compétition entre Européens. Ce qui est nouveau, pour faire écho à ce que vient de dire Olivier Andriès, c'est le moment européen de compréhension des pressions que nous subissons. C'est-à-dire que nous avons une pression technologique extrêmement forte des États-Unis, qui par ailleurs est notre allié. Alors, combien de guillemets il faut mettre avec l'administration Trump, c'est un autre débat. Mais juste un chiffre que vous avez dû relever, les 7 entreprises technologiques américaines représentent 34% de la capitalisation des premières 100 capitalisations boursières mondiales. Donc il y a un paradoxe qui est que lorsque les États-Unis sont ultra unilatéralistes dans leur comportement, leurs entreprises dominent en termes de capitalisation boursière de la tête et des épaules. C'est-à-dire que la capitalisation boursière américaine, c'est 75% des 100 premières capitalisations boursières mondiales. C'était 40% en 2010, lorsque les États-Unis étaient multilatéralistes. Ensuite, l'Europe subit une pression industrielle ultra violente, ultra vigoureuse de la part de la Chine. Quand on regarde les chiffres d'importation sur l'exercice 2025 et les premiers trimestres 2026 des importations chinoises, il y a une croissance extrêmement spectaculaire. Ensuite, il y a une pression migratoire qui n'est pas propre à l'Europe, qui est propre à l'ensemble des parties du monde, mais qui pose des problèmes politiques évidents en Europe. Et puis, il y a une pression militaire qui est de moins en moins indirecte, exercée par la Russie en Ukraine, qui fait que si les Européens en fait ne réagissent pas, eh bien, ils vont se retrouver dans la situation qui a été celle des villes italiennes au XVe siècle, c'est-à-dire des villes très convaincues de leur supériorité culturelle, organisationnelle, mais balayées par la montée des États-nations. Et c'est au fond comme ça qu'il faut réagir à l'échelle globale. Alors après, pour essayer de progresser, je pense qu'il faut aussi rompre avec certaines représentations.
l'idée d'Europe puissance est une idée, effectivement, Olivier l'a justement rappelé, assez française, et qui traîne derrière elle une vision, je dirais, jacobine. C'est-à-dire que l'Europe puissance à la française, quand on écoute certains, c'est 27 pays alignés au cordeau qui obéiraient à un chef. Alors après, qui est le chef, c'est le vieux débat historique. Mais je pense que l'Europe, en fait, c'est pas, on peut le regretter, mais c'est pas un régiment parachutiste, quoi. Il faut bien le comprendre, c'est-à-dire que c'est une plasticité de format qui à la fois consomme beaucoup de temps, de ressources politiques, d'énergie, qui est aussi une garantie d'une certaine manière, et que c'est de cette plasticité en fait et cette capacité à avoir différents formats sur différents changements, sur différents sujets. L'industrie de défense est exemplaire à cet égard. C'est comme ça, à mon avis, qu'il faut beaucoup plus se représenter les choses que comme un monolithe. D'autant plus qu'à mon avis, l'Europe, enfin, Europe quelle Europe, hein, si on parle de l'Europe dans le cadre de l'Union européenne, pour simplifier, si l'idée c'est de jouer le jeu de la puissance comme les États-Unis, comme la Chine, comme la Russie ou même comme la Turquie, je ne pense pas du tout qu'on soit outillé pour ça et que ce soit la bonne représentation. Il me semble que la bonne représentation, c'est beaucoup plus, encore une fois, d'accepter le fait que ce qui définit l'Europe, c'est cette multiplicité, ce millefeuille de formats, et qu'il faut, sur chaque grand sujet, en réalité, adapter. Gardez le micro, Thomas Gomard. Justement, il y a un point que vous avez évoqué qui est, je dirais, vital. C'est est-ce que les pays européens sont-ils prêts à accepter d'accepter leur dépendance par rapport à leurs voisins? C'est le principe du projet européen très décrié, mais qui a assuré depuis 1957 le traité de Rome à la fois un certain niveau de prospérité et de sécurité. C'est-à-dire que le principe de la CECA initial, c'est précisément ça. C'est qu'on remet au niveau supranational, on met en commun au niveau supranational un certain nombre d'éléments pour lesquels on s'était battu à plusieurs reprises. C'est ça. Et donc, on peut dire que tout ça est ringard, que la Commission est responsable de tous nos maux MAUX, pas du tout pour glorifier la Commission, mais je pense qu'il faut bien se rendre compte du fait que le projet européen, en dépit de tous ses défauts, a produit de la sécurité entre Européens. Alors, il y a un biais à ce que je dis, c'est qu'en fait, ça a justifié le sous-investissement des Européens sur leur propre défense et sécurité, et ça c'est un phénomène historique de longue durée qu'on est en train en fait de payer très cher. Et il faut reconnaître aux administrations américaines successives, hein, ce n'est pas propre à l'administration Trump, l'administration Eisenhower le disait déjà, disait aux Européens, en fait, il faut que vous dépensiez plus pour votre défense parce que c'est à la fois la condition d'un équilibre au sein de l'Alliance Atlantique et puis en même temps, les États-Unis n'ont pas vocation à porter éternellement le fardeau. Ben, on y est. Sauf qu'on rentre dans ce moment-là de manière très consciente, très construite politiquement en France depuis 2017, de manière consciente, construite politiquement en Allemagne depuis 2022. Donc il y a déjà ce décalage. Mais fondamentalement, les Européens rentrent dans cette dimension une génération après les autres en termes de compétiteurs stratégiques. C'est-à-dire que les autres ont réarmé de manière très significative depuis le 11 septembre. Donc en fait, on a une sorte de génération de retard par rapport à la dépense militaire et donc par rapport à la compréhension de la dangerosité de l'environnement extérieur. Merci Thomas Gomard. Philippe Pascal, en tant qu'opérateur d'importance vitale, les fameux OIV, ADP est un groupe souvent visé par les opérations de déstabilisation. On voit bien qu'il y a des survols de drones au-dessus de vos aéroports. On voit bien que vous avez été l'objet d'attaques, de cyberattaques. Comment ce groupe que vous dirigez prépare-t-il à cette guerre hybride? Oui, alors effectivement, en tant que gestionnaire d'un actif qui est stratégique pour le pays, mais qui a aussi des enjeux de sécurité aéronautique, de sûreté au centre de la lutte antiterrorisme, on a déjà historiquement et depuis déjà de longues années, c'est pas nouveau,
développé tout un panel de solutions qui nous permet de prévenir au maximum un certain nombre d'impacts. Donc la résilience est au cœur du modèle aéroportuaire, historiquement. D'autant plus aujourd'hui, elle passe par des actions très concrètes d'une préparation de guerre de haute ou de moyenne intensité et le rôle de l'aéroport dans ce contexte-là. Elle passe aussi par des actions très concrètes pour se prémunir, comme vous l'avez indiqué, de cyberattaques. On a déployé des mécanismes et revu l'ensemble de nos outils, de nos process à la veille des Jeux Olympiques. Et effectivement, ces cyberattaques sont régulières et on voit bien qu'elles n'impactent à ce stade relativement peu le trafic. Et puis, il y a les drones, où effectivement c'est une menace qui est croissante. Nous, depuis déjà quelques années, nous avons développé notre propre outil au sein d'une filiale, Hologuard, qui est là pour détecter les drones, les signaler à la puissance publique de telle manière qu'elle les neutralise. Donc on voit bien que l'ensemble de ce contexte est là. Pour autant, il faut rester humble face à ces menaces. Hein. Et la priorité des priorités, c'est bien la protection des personnes et la protection des biens. C'est d'abord ça. Et après, c'est le maintien des opérations, la capacité qu'on a à poursuivre, à être résilient dans la poursuite des opérations et l'accompagnement du développement économique. Est-ce que vous avez un échange de données et même de procédés avec les grands aéroports européens? Est-ce que justement il y a cette volonté de coopération sur certains sujets entre aéroports européens? Alors oui, bien entendu, il y a des échanges au niveau des organisations des aéroports dans le monde et européen en particulier. Il y a aussi une enceinte très spécifique qui regroupe ce qu'on appelle les majors, c'est-à-dire les 4 grands aéroports en Europe, où on a effectivement plus d'éléments à partager, plus d'enjeux communs. Et effectivement, chacun essaye d'évaluer les solutions des autres pour ensemble essayer de gagner en maturité. C'est un enjeu constant, c'est aussi un enjeu commun avec la puissance publique quand même. C'est bien les services compétents de l'État, les forces de sécurité intérieure qui vont venir à l'appui de nos propres process. Olivier Andriès, vous l'avez évoqué, les approvisionnements sont clés pour votre groupe. Vous êtes effectivement dans le domaine de la défense, de l'aéronautique civile et le spatial. La plupart, je dirais, des terres rares viennent ou sont traitées en Chine. On l'a vu avec l'épisode du Titane en Russie aussi. Vous avez une dépendance par rapport au Titane russe. Mais finalement, on a l'impression qu'on passe d'une dépendance à une autre. Comment vous, aujourd'hui, votre groupe fait pour réduire ces dépendances sur ces approvisionnements? Alors, ça a été un axe stratégique pour nous notamment depuis 2022, de bâtir ce qu'on appelle une supply chain résiliente. Encore une fois, on est devenu dans un monde qui est de plus en plus fragmenté, avec une succession de crises. Et donc, je crois profondément qu'un chef d'entreprise aujourd'hui doit regarder sa cartographie des risques. Il y a des risques qui sont, comme on dit, endogènes, qui sont un peu de votre propre fait. Évidemment, ça, c'est notre boulot de tous les jours de les manager, mais il y a des risques exogènes, en fait, qui ne dépendent pas de vous et qui peuvent vous tomber dessus du jour au lendemain. Et donc, la seule réponse réelle par rapport à ça, c'est la résilience, en fait. On sait comment potentiellement anticiper ou réduire je dirais, l'impact de ces risques en bâtissant une supply chain résiliente. Alors, résiliente, ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on bâtit une supply chain résiliente? En fait, il y a essentiellement 3 leviers. Et pour nous, on l'applique sur ce qu'on appelle les matériaux critiques, parce qu'en tant que motoriste et équipementier dans l'aéronautique, on a besoin d'avoir accès à des matériaux qui sont critiques. On a parlé du titane, mais il y a les alliages de nickel, il y a l'aluminium, il y a d'autres matériaux critiques, des matériaux qui sont un peu plus, des métaux qui sont un peu plus rares. Et puis, il y a effectivement les terres rares. Alors, il y a 3 leviers habituels pour bâtir de la résilience. Le premier, c'est évidemment de se construire des stocks. Et ça vous permet de gagner du temps. C'est important. Ça vous donne du temps.
Donc ça, vous achetez du temps pour mener une action, mais elle ne suffit pas en tant que telle, elle doit être évidemment prolongée par d'autres actions. Et donc il y a fondamentalement deux voies. La première, c'est de bâtir des sources alternatives, évidemment. Et donc nous, on a pris la décision de ne plus avoir d'exposition à des points de défaillance uniques. Et ça, c'est important, y compris dans nos activités civiles, y compris pour faire ce qu'on appelle le ramp-up dans le domaine de l'aéronautique civile. Pour que le ramp-up se passe bien, vous devez trouver le moyen de ne plus être exposé à des points de défaillance uniques. Et donc, c'est du double sourcing ou du triple sourcing. Ça, c'est le premier point. Et donc, dans le domaine des terres rares, évidemment, on va travailler sur la constitution de filières, je dirais, alternatives. Ça ne veut pas dire qu'on bascule complètement, c'est simplement dérisquer en créant des filières alternatives. Et le troisième élément de réponse, c'est l'économie circulaire. Et l'économie circulaire, pour moi, c'est une conviction forte, ce n'est pas seulement un enjeu environnemental. Je le vois tous les jours. C'est aussi un enjeu géopolitique. Donc l'économie circulaire, pour nous, est une réponse, je dirais, à la question de la résilience et de la souveraineté, en quelque sorte, c'est-à-dire de la maîtrise de notre destin. Alors quelques exemples là-dessus, évidemment. Le premier, c'est le titane. C'est vrai qu'en 2022, l'industrie aéronautique française dépendait à 50% du titane russe. Il nous a fallu quelque temps pour nous désensibiliser. Aujourd'hui, nous le sommes. D'accord, nous le sommes, et on s'est tourné vers des sources, et notamment des sources américaines. Mais vous l'avez dit dans votre question, il ne faut pas passer d'une dépendance à une autre. Et c'est pour ça qu'avec Airbus, d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle on a racheté une société qui s'appelle Aubert & Duval. C'est un élément de souveraineté, on l'a fait pour des raisons de souveraineté, et nous avons décidé, autour d'Aubert & Duval, de bâtir une filière titane souveraine en France. Alors, vous allez me dire, mais en France, on n'a pas d'éponge de titane. Ben oui, c'est vrai, on n'a pas d'éponge de titane en France. On n'est pas un producteur d'éponge de titane. Mais quand vous regardez le cycle industriel sur le titane utilisé dans l'aéronautique, vous pouvez récupérer énormément de copeaux. Et les copeaux vous permettent d'alimenter 70% de vos besoins en réalité. Donc, on a décidé de construire une filière souveraine titane à base d'économie circulaire et qui va répondre à 100% de nos besoins de souveraineté et une partie de nos besoins civils. Elle sera opérationnelle. Ça, c'est un exemple. Et elle sera opérationnelle quand? Pardon? Elle sera opérationnelle quand? Ben, ça prendra quelques années, mais on prend la décision là, c'est du 2030. Voilà. Alors, on pourrait dire la même chose des alliages de nickel. On a parlé de souveraineté. Un pays n'est pas souverain s'il ne maîtrise pas son aviation de combat. Il n'y a pas de maîtrise de l'aviation de combat sans maîtrise des moteurs. Si vous dépendez d'un tiers quand vous faites un avion de combat, vous n'êtes pas souverain. Il n'y a même pas de maîtrise des moteurs d'avion si vous ne maîtrisez pas les parties les plus sensibles du moteur, qui sont les parties chaudes. Il n'y a pas de maîtrise des parties chaudes d'un moteur d'avion sans maîtrise des matériaux clés qui vont vous permettre effectivement de faire ces parties chaudes et de répondre à des besoins et des niveaux de température qui sont de plus en plus élevés à l'intérieur des parties chaudes du moteur. Et pour ça, vous avez besoin d'un élaborateur avec lequel vous allez travailler. Si cet élaborateur est un élaborateur non européen, vous avez une dépendance. Et donc aujourd'hui, Aubert & Duval est le seul élaborateur en Europe capable de travailler sur les parties chaudes d'un moteur d'avion en partenariat avec le motoriste. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on s'est investi dans Aubert & Duval. Donc c'est ça la souveraineté. Et donc on est au carrefour entre les technologies et les chaînes d'approvisionnement. Merci Olivier Andriès. Philippe Pascal, on a beaucoup parlé de
de souveraineté française, de souveraineté européenne. ADP possède à peu près, je crois, 26 aéroports à travers le monde. J'avais envie de savoir quelles sont les demandes de souveraineté de ces pays où vous êtes implantés. Est-ce qu'ils ont la même vision en France qu'en Europe? Est-ce qu'ils ont une vision complètement différente de leur souveraineté, en tout cas dans votre secteur? Oui, alors effectivement, on a quand même une présence dans certains pays, notamment en Turquie et en Inde, qui est assez éloquente sur la notion de souveraineté. Bon, on peut dire quand même que globalement, les grands fondamentaux de la souveraineté sont présents, ils sont les mêmes dans tous les pays. Ce qui est intéressant, c'est plutôt de regarder la manière dont ça résonne et dans la manière dont c'est mis en œuvre. Et là, il y a quand même deux grandes spécificités que nous, on constate, qu'on voit en France, mais pas au même niveau. La première spécificité, c'est qu'ils mettent au premier rang des grandes priorités de la souveraineté le développement économique, la création de valeur. Et après, ils parlent de distribution de la valeur, mais ils mettent d'abord la création de valeur. Ils accompagnent d'abord le fait de produire dans le pays, de produire vite. La deuxième chose, c'est la manière dont c'est reçu par la population. La fierté de la population à appartenir à un pays, la conscience qu'ils ont du potentiel qu'ils peuvent avoir, qui est quand même beaucoup plus fort dans les pays dans lesquels nous sommes, autres que la France, qu'en France. Et donc, c'est ces deux éléments d'atout de souveraineté qu'il ne faut pas négliger. Le fait d'avoir une conscience collective, une nation qui est là aussi pour se mobiliser et développer l'outil économique qui lui permet d'être réellement souveraine. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau strictement aéroportuaire? Parce que là, j'ai un propos très général, mais qui est finalement très incarné. Le même groupe aéroportuaire, avec les mêmes savoir-faire dans les différents pays, vous conduit à globalement construire une infrastructure à l'étranger 4 fois plus vite qu'en France. 4 fois plus vite. On met pour un terminal de 10 à 20 millions de passagers, on met 2 ans en Turquie, 2 ans et demi en Inde. On va mettre 8 à 10 ans en France. Pourquoi? Parce que l'écosystème accompagne le développement de la valeur. Et ça, c'est très frappant. C'est aussi très frappant de voir qu'en France, on peut se plaindre de la performance, de la qualité des infrastructures aéroportuaires à Paris. On les améliore en permanence. Et quand vous allez en Inde, c'est peut-être pas forcément aussi bien. En revanche, les Indiens sont très fiers de leur aéroport et le portent comme un outil quasiment de souveraineté nationale. L'autre élément qui est aussi très frappant, c'est l'acceptabilité globalement de cet aéroport. On voit bien qu'en Europe, on ne peut plus construire de pistes. On ne peut plus construire de pistes en Europe pour des raisons environnementales, certainement pour de bonnes raisons. Quand vous comparez l'aéroport d'Israël, 2 pistes, qui cherche à avoir sa 3e piste depuis quelques décennies, c'est le même trafic qu'à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, un peu plus de 70-75 millions de passagers. À Charles de Gaulle, nous avons 4 pistes. Nous sommes juste à côté de l'aéroport du Bourget, où nous avons 3 pistes, dont l'une des 3 pistes qui est parallèle aux 4 pistes de Charles de Gaulle. C'est-à-dire que nous avons une capacité de traiter le même flux avion sur 5 pistes, pour le même trafic. Mais on a une moins bonne performance du contrôle aérien. On a une moins bonne acceptabilité du trafic aérien. Ce qui fait que ce qui est un atout majeur en Europe, le fait d'avoir une plateforme qui peut accueillir un développement économique inédit, aujourd'hui, est inexploité. Et ça, quand vous êtes à la tête d'un groupe aéroportuaire, et même à capitaux majoritairement publics, c'est 49,4% de fonds privés, mais c'est 50,6% détenus par l'État, ça quand même, ça interroge. Est-ce que justement, dans les dernières années, monsieur Philippe Pascal, est-ce que vous sentez quand même une inflexion par rapport au dogmatisme qui a prévalu au début des années 2020? Alors, il y a une inflexion, déjà dans l'acceptabilité même et dans le fait de porter la souveraineté. On voit bien même dans toutes les études que la population porte la souveraineté. Après, est-ce qu'elle s'incarne dans une plus grande acceptabilité d'outils industriels comme ceux de l'aéroport? Médiatiquement, non. Dans les faits, oui. On dit que l'avion est un transport de riches,
alors qu'il n'y a que 14% de CSP+, qui le prennent. On dit que les jeunes ne veulent plus prendre l'avion. Depuis la crise Covid, un passager sur deux, depuis la crise Covid, un passager sur deux a moins de 35 ans. Et donc, en fait, on voit bien que, et ça va assez loin, la qualité de service dans nos aéroports, pour un traitement opérationnel identique, n'a jamais été aussi forte que pendant les Jeux Olympiques. Elle n'a jamais été aussi faible que la semaine qui a suivi la dissolution en France. Donc vous voyez qu'il y a, pour le même process, et le même nombre de passagers. Donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose dans la souveraineté qui relève de la mobilisation et de l'esprit collectif. Merci Philippe Pascal. Olivier Andriès, évidemment, vous avez beaucoup d'activités dans le civil et vous ouvrez énormément aussi d'usines à l'étranger. On peut citer le Maroc, on peut citer l'Inde, on peut citer aussi le Mexique. Mais la question que j'avais envie de vous poser, c'est comment vous pouvez concilier souveraineté industrielle et compétitivité et quelles sont effectivement les compétences technologiques qu'il faut absolument garder sur le sol français, pas que évidemment dans la défense, mais aussi dans le domaine civil. Alors, vous l'avez dit, nous sommes un groupe dual. 80% de nos activités sont civiles, 20% de nos activités sont militaires et de défense. Donc, évidemment, on a une vision très très claire des activités qui doivent rester sur le sol français, notamment tout ce qui touche aux parties chaudes des moteurs d'avion, ça reste quand même sur le territoire français. C'est en France qu'on a décidé d'investir dans la forge, c'est en France qu'on a décidé dans la fonderie, d'investir dans la fonderie des aubes de turbines haute pression des moteurs. Mais comme nous sommes également un groupe qui est donc très axé sur le civil, nous devons être compétitifs. Et à la fin des fins, notre boussole, elle est très claire. Elle est tout simplement autour de deux axes, la résilience, j'en ai parlé tout à l'heure, et la compétitivité. Donc nous bâtissons en fait un système industriel, à la fois sur nos propres usines et sur nos approvisionnements auprès d'une chaîne de fournisseurs, à la fois qui nous donne les éléments de compétitivité qui sont nécessaires pour rester dans la course vis-à-vis des grands avionneurs, mais également de la résilience, de manière à être un partenaire de confiance et être certain qu'on puisse effectivement délivrer sur la montée en capacité. Et c'est vrai, pas simplement sur les besoins d'augmentation capacitaire d'aujourd'hui, mais c'est un élément important également pour la préparation de l'avenir. Donc c'est ça la boussole. Et donc à partir de là, effectivement, on a une vision globale où on cherche à simplifier les flux. Ça, c'est un élément important parce que des flux qui sont très complexes entre différents continents, non seulement c'est pas très écologique, mais c'est pas non plus à la fin des fins très économique. Et donc on a une vision très claire d'optimisation des flux par grande plaque continentale. Et donc effectivement, nous avons une plaque nord-américaine pour servir nos clients nord-américains, au premier rang desquels évidemment Boeing, avec des implantations aux États-Unis, au Canada et au Mexique, avec encore une fois cette double boussole de résilience et de compétitivité. Et en Europe, c'est pareil, avec, je dirais, bien sûr la France, on est très présent au Royaume-Uni, on est présent en Pologne, et on est aussi présent fortement au Maroc. Un exemple que je donne souvent, c'est les nacelles d'avion. Les nacelles d'avion, on a décidé, où nous faisons les nacelles des A320 Neo d'Airbus, on le fait sur deux sites. On le fait sur le site du Havre et on le fait sur le site de Casablanca. Et donc on a une résilience. On a une résilience parce qu'on a une double source pour répondre aux besoins. Et on a besoin des deux sites, en fait, en réalité. Voilà. Et donc, c'est ça la vision. Compétitivité, résilience, qui nous amène à prendre les décisions qui sont celles que vous évoquez. Et puis enfin, il y a l'Inde, qui est un pays stratégique, évidemment, pour nous, à plus d'un titre, puisque nous motorisons, en fait, l'essentiel, la quasi-intégralité
je dirais, des compagnies aériennes indiennes, l'ensemble des flottes d'hélicoptères qui volent en Inde. Et puis, effectivement, l'Inde est un grand partenaire dans le domaine de la défense de notre pays. Et donc, pour toutes ces raisons-là, l'Inde est aussi un pays stratégique pour nous. Merci Olivier Andriès. Pour conclure cette table ronde de haut niveau, je vais laisser la parole à Thomas Gomard. Dans la préparation de cette table ronde, c'est quelque chose qui m'a marqué. Vous m'aviez dit qu'il y a un décalage entre la communauté stratégique qui se prépare à un choc entre 2028 et 2030, on ne sait pas trop encore, et la compréhension des grands groupes sur cette perspective. Alors, évidemment, je ne parle pas de la BITD, mais vous avez l'impression que ces deux communautés n'étaient pas alignées et que finalement les grands groupes du CAC 40 ne prenaient pas au sérieux cette perspective de 2028-2030. Bon, le constat, je le tire d'échanges très réguliers avec différents secteurs d'activité, puisque à l'IFRI, on a 80 entreprises qui soutiennent nos travaux de différents secteurs d'activité. Alors évidemment, la compréhension des enjeux géopolitiques est traditionnellement beaucoup plus élevée dans des secteurs comme celui de l'armement ou comme celui de l'énergie, par exemple. Ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que j'ai pris l'habitude, pour un certain nombre d'interventions, devant des conseils d'administration, des comités exécutifs, de lire l'article 7 de la Revue nationale stratégique de 2025 qui dit qu'il faut se préparer une forte probabilité d'un engagement majeur en Europe avant 2030 hors du territoire national. Et dans bon nombre de cas, ça crée une stupeur. Alors, ça crée évidemment pas une stupeur pour les industriels de l'armement qui ont participé à ces travaux, probablement pas pour ADP, mais quand vous êtes dans le secteur du luxe, quand vous êtes dans le secteur de la grande distribution, c'est pas du tout ce à quoi vous vous préparez. Et donc, ça m'a conduit, si vous voulez, à une remarque plus générale, c'est que, par définition, les grands groupes, en particulier les grands groupes français, sont très performants à l'étranger. Olivier vient de le rappeler pour Safran. Et donc, l'idée d'avoir un risque géopolitique qui vient s'ajouter à tous les risques endogènes qu'ils doivent déjà traiter, ce n'est pas du tout naturel et ce n'est pas forcément bienvenu. Alors, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a un progrès qui a été fait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas éviter ça, et donc il y a des dispositifs qui ont été mis en place. Il n'y a pas forcément les comportements qui s'alignent derrière, notamment en termes de constitution de stock, par exemple. C'est-à-dire que ce qui est constaté par le SGDSN dans la mise en œuvre de la Revue nationale stratégique, c'est que oui, c'est compris intellectuellement, mais quand on demande de constituer des stocks, d'ailleurs demande qui n'est pas faite uniquement aux grands groupes, je rappelle que nous sommes tous susceptibles de pouvoir tenir 7 jours en principe si on a lu la Revue nationale stratégique. Bon, qui le fait dans la salle, je pense qu'on n'est pas très nombreux en fait. Donc c'est un problème beaucoup plus profond de croire qu'au fond on peut échapper que, encore une fois, cette idée d'isolat, quoi, avec des cultures qui sont très différentes, là aussi, selon les pays européens. Si vous allez en Suède, bah, c'est pris très au sérieux, ces questions de résilience, à la fois à titre individuel, à titre organisationnel. Et puis, il y a un autre décalage, et ça me permet de vous redonner la parole, Michel, c'est qu'il y a un autre décalage que je vois, donc ce décalage entre la communauté stratégique et, pour faire simple, le monde corporate, avec toutes les différences, il faudrait nuancer de ça, mais également avec le monde médiatique. C'est-à-dire qu'on est dans un moment de très grande confusion, orchestrée, plus ou moins orchestrée aussi, peut-être parce qu'on n'a pas la discipline ou l'hygiène nécessaire, suffisante, mais de très très grande confusion sur ces questions géopolitiques et sur ce rapport entre l'intérieur et l'extérieur. Et c'est une invitation. Je pense que dans les perspectives qui nous attendent de 2027, il y a un travail qui doit être fait par la sphère médiatique pour essayer de monter le niveau de la discussion et d'aller challenger les prétendants à la fonction suprême sur des questions autres que les bonbons qu'ils peuvent manger ou que sais-je. Voilà, je suis très sérieux là-dessus parce que je pense qu'on est dans un moment où l'environnement extérieur conditionne de plus en plus notre situation intérieure et que cette compréhension de l'environnement extérieur reste très insuffisante. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci Thomas Gomard, merci Olivier Andriès, merci Philippe Pascal. Alors,